La majorité des personnes, lorsque leur vie commence à réellement changer, s'arrêtent. Parce que le changement ressemble exactement à un échec. Et je ne sais pas pourquoi, dans la sphère du développement personnel, très peu de contenu nous prépare à ça. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ce qu'on t'a toujours caché sur le changement et t'expliquer sa version neurologique. La vraie, celle que tu vis en ce moment, peut-être sans savoir que c'est tout à fait normal. De péter les plombs, de ne plus savoir où tu vas, de douter ou encore de pleurer sans cesse devant ta télé avec du chocolat qui dégouline de chaque côté de tes lèvres. J'ai bien évidemment décliné la mécanique du changement en 4 phases et si tu ne les connais pas, tu vas sûrement fuir au pire moment. Hello femme, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode, cet épisode spicy, puisque oui, aujourd'hui on va parler du changement. Je vais te dire quelque chose, la plupart des femmes qui décident de changer leur vie, à un moment donné, s'arrêtent. Elles s'arrêtent parce que le changement ressemble exactement à un échec. Lorsque j'ai commencé à vraiment bouger les lignes dans ma vie, je me suis demandé si je n'étais pas en train de tout rater. Tout allait de travers en réalité, je ne me sentais pas bien et je me sentais moins bien qu'avant. Et dans ma tête, il y avait cette voix qui disait peut-être que tu exagères, peut-être que tu allais bien au final. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que j'étais exactement là où il fallait être. En réalité, j'étais en phase 1, qui est la phase de choc. Le cerveau passe sa vie à prédire. Il a construit des schémas sur des années entières pour fonctionner en fonction de qui tu es ou du moins de qui tu crois être. Comment tu réagis, ce que tu fais dans telle ou telle situation. Et lorsqu'un de ces schémas s'effondre, on vit une période de stress, le stress de l'inconnu. En neurosciences, on appelle ça une erreur de prédiction. Le nouveau modèle que tu installes petit à petit, à travers la thérapie par exemple, ne colle plus à la réalité. Et lorsque ça arrive, ton amygdale, elle s'active. Le cortisol monte, ton corps entre en état d'alerte totale. On sait très bien que tu n'es pas en danger et tu le sais également, mais pour ton cerveau, l'inconnu et le danger déclenchent exactement la même réponse. Et c'est pour ça que tu poses ta démission un vendredi et tu passes le week-end à angoisser. C'est pour ça que tu mets fin à une relation toxique et que tu pleures quand même. C'est pour ça que tu prends enfin la décision que tu repoussais depuis un an et au lieu de te sentir légère, tu te sens vide. Ton cerveau n'a pas enregistré «je me libère». Non, il a enregistré le schéma connu a disparu. Ce moment, c'est le choc. L'instant où tu ne peux plus faire semblant que ton monde actuel, dans lequel tu vis, ta réalité actuelle, est suffisante et où le nouveau n'existe pas encore. La douleur que tu ressens à ce moment précis n'est pas un signal d'alarme, mais le signal que quelque chose de réel vient de se produire au niveau de ton cerveau. Sauf que Monsieur Cerveau n'a pas dit son dernier mot. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te ramener en arrière et il va être redoutablement convaincant. Comment va-t-il s'y prendre? Tout simplement en produisant des arguments rationnels qui vont te rappeler le risque qui plane dans ta décision de changer. Il va invoquer les personnes que tu aimes pour justifier l'immobilité. Il va te faire croire que tu exagères, que finalement ta situation d'avant ou ta situation actuelle n'était pas si mal et que tu n'es peut-être pas prête pour ce changement. Est-ce que tu te reconnais dans ces situations? Ce moment où tu avais décidé de lancer ton projet et d'un coup tu te retrouves à ranger ton appartement, à rappeler une amie que tu n'avais pas contactée depuis 3 mois, à faire n'importe quoi sauf ce que tu avais décidé de faire. En gros, ton cerveau t'a redirigé discrètement et efficacement. Ce mécanisme n'est pas de la lâcheté, mais plutôt de la cohérence identitaire. En gros, Léon Festinger, psychologue américain, a démontré que le cerveau humain ne peut pas maintenir simultanément une ancienne identité et une nouvelle sans ressentir une douleur réelle. C'est ce qu'on appelle le fabuleux phénomène de la dissonance cognitive. En gros, changer neurologiquement, c'est menacer qui tu as été ou qui tu es. Et ton cerveau protège ton identité comme il protégerait ta vie physique. Il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Baumeister a montré que la volonté est une ressource épuisable. Ce n'est pas un trait de caractère, mais c'est une réserve biologique qui se vide à l'usage. Résister à la résistance coûte quelque chose de concret et pas juste de mental. Pendant cette phase, tu vas peut-être reprendre de vieilles habitudes, appeler des personnes qui t'ont toujours dit de rester prudente, te convaincre que tu allais trop vite. Tout ça, en gros, c'est ton système nerveux qui s'organise, qui fait son travail pour protéger le connu. Et avant que tu ne penses que la résistance, c'est quelque chose de mal ou c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver,
Moi, j'ai envie de te dire que la résistance n'est pas ton ennemi. En gros, la résistance, c'est la preuve que le changement est réel. C'est une petite phase obligatoire par laquelle tu dois passer pour que ton changement opère. Si tu ne ressens pas de résistance, tu n'es pas en train de réellement changer. En gros, tu réorganises les meubles, mais tu ne changes pas vraiment. La phase 2, je peux le comprendre, est difficile, mais la phase 3 est celle où la majorité des personnes abandonnent, et c'est exactement là qu'il ne faut pas. La phase 3, c'est celle que j'ai expérimentée à 100% pour la première fois il n'y a pas si longtemps. En gros, je l'appelle la nuit noire de l'âme. C'est la phase la plus dangereuse parce qu'elle est la plus douloureuse. Parce qu'elle ressemble exactement à un signe qu'il faut tout arrêter et qu'on prend la mauvaise direction. Tu as quitté l'ancien monde, mais le nouveau n'est pas encore là. Les anciens résultats disparaissent, mais les nouveaux n'arrivent pas encore. Et ton cerveau, qui fonctionne à la récompense dopaminergique, reçoit un signal très clair. Ce que tu fais ne marche absolument pas. En anglais, les chercheurs en comportement appellent ça le messy middle. En gros, en français, le milieu chaotique. C'est cet espace inconfortable entre ce que tu étais et ce que tu deviens, où rien n'est encore stable, où tu n'as plus les repères d'avant et pas encore ceux de demain. Ce n'est pas un accident de parcours. Le Messy Middle est une phase à part entière du changement. Et cette phase a un nom, puisqu'elle est universelle. En psychologie transpersonnelle, on parle de traversée du désert. Je pense que ça vous dit quelque chose. On a tous dit à un moment donné, bon, c'est ma traversée du désert. Et dans la théorie de la post-traumatic growth, c'est ici que tout se joue. 30 à 70% des personnes qui traversent une crise profonde rapportent une croissance supérieure à leur niveau d'avant, à une seule condition, ne pas fuir cette phase. Les personnes qui ne grandissent pas, elles fuient exactement ici. Elles retournent dans une relation toxique, reprennent le job qu'elles avaient quitté, abandonnent le projet au moment précis où il allait décoller. Ce que tu vis dans la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire une fatigue qui n'est pas de la paresse, c'est ce qu'on appelle l'allostatic load, autrement dit, la charge biologique cumulée du stress chronique. Ton corps paie la facture du changement. C'est réel, c'est physique, mais c'est temporaire. La seule action que tu dois mener pendant cette phase est de traverser et ne pas décider. Ne pas revenir en arrière, mais juste traverser cette nuit noire de l'âme. L'identité que tu deviens n'existe pas encore et elle ne peut pas encore te donner de preuves. Tu dois avancer sans retour sur investissement immédiat. Et c'est ça, cette nuit noire. Et c'est aussi là que se forge quelque chose que l'ancienne version de toi n'avait pas. Et lorsque tu résistes, lorsque tu acceptes aussi de traverser ce qui te traverse, quelque chose se produit, quelque chose que tu n'avais pas planifié. Je l'appelle le saut quantique. En physique quantique, un saut quantique n'est pas une progression. Un saut quantique est un changement d'état. En gros, l'électron ne glisse pas d'un niveau à un autre progressivement. Il disparaît d'un niveau et réapparaît à un autre, sans transition et sans étape intermédiaire. Et c'est exactement ce phénomène que tu vas vivre. Il y a un moment où tu réalises que tu n'en penses plus pareil, que tu ne réagis plus pareil, que les situations qui te paralysaient avant ne t'atteignent plus de la même façon. Non parce que tu as travaillé sur toi dans le sens flou du terme, mais tout simplement parce que la croyance elle-même a muté. Donald Hebb, le neuropsychologue, a formulé ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hebb. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Pendant les 3 premières phases, tu as rompu de vieilles connexions à force de friction. Tu as créé de micro-ruptures dans les autoroutes neuronales anciennes. Et le saut quantique, lui, c'est le moment où les nouvelles connexions sont assez solides pour prendre le relais. Tu ne l'anticipes pas, tu ne le planifies pas, tu le constates tout simplement. Quelque chose qui te terrifiait devient neutre. Une opportunité que tu aurais sabotée il y a 6 mois, tu l'as saisie sans te demander si tu le mérites. Des personnes différentes entrent dans ta vie et les anciens patterns ne trouvent plus de prise. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Et c'est ce qui se passe lorsque tu refuses de fuir ton chaos. 4 phases, un seul fil conducteur. Le choc qui fracture le modèle, la résistance qui veut te ramener en arrière, la nuit noire de l'âme qui ressemble à un échec et qui est en réalité le travail le plus profond que tu aies jamais fait, et le saut quantique, ce moment silencieux où tu réalises que tu n'es plus la même.
Ce que personne ne te dit sur le changement, c'est qu'il ne ressemble pas à une montée. Bien au contraire, il ressemble à un effondrement organisé et l'effondrement a une fonction. Alors, si tu es dans le messie middle en ce moment, si tu te demandes pourquoi ça ne va pas mieux alors que tu fais tout ce qu'il faut, je veux que tu retiennes juste une chose. Tu n'es pas en train de rater, bien au contraire, tu es en train de traverser. La version de toi qui est de l'autre côté existe déjà. Elle attend au bout de la traversée et pas au bout de la fuite. Arrête de fuir ton chaos et c'est là que tu te construis. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura bousculé autant qu'il m'a coûté à construire. Avant de nous quitter, n'hésite pas à commenter cet épisode, à le liker, à le partager à une femme qui en a besoin aujourd'hui. Et d'ici là, on se dit à la prochaine dans le podcast Tête de Lionne. Ciao, ciao!